Je veux voir sa tête quand je prendrai ce qui m'appartient, dit-elle avec un sourire en coin, ses talons claquant comme des coups de feu sur le marbre du sol de la banque. Je ne levai pas les yeux de ma chaise, continuant de lire la première page d'un scientifique américain que quelqu'un avait laissé là. Quelque chose sur des particules intriquées se comportant de manière imprévisible, assez poétique, en fait. Elle traversa le bureau de sécurité comme si le bâtiment lui appartenait, agitant cette ordonnance du tribunal comme une reine brandissant un décret royal. Son avocat la suivait, huileux et trop sûr de lui. Le genre d'homme qui s'entraînait probablement à sourire en coin dans les ascenseurs. « Nous sommes ici pour le coffre-fort », déclara-t-elle au guichetier, faisant glisser le document sur le comptoir. « Autorisation du tribunal. Nous aurons besoin que le coffre soit ouvert immédiatement. » Le guichetier jeta un coup d'œil au papier, puis à moi. Je pliai lentement le magazine, me levai et sortis la clé de ma poche. « Le coffre 917, dis-je, la lui tendant avec le calme que l'on ne gagne pas mais que l'on construit. Elle arracha la clé de la main de l'employé de banque avant même qu'il ne finisse de hocher la tête, se tourna vers moi et murmura juste assez fort pour que tout le hall l'entende. « Tout est à moi maintenant. »« Profitez-en, dis-je comme si je lui offrais une menthe après le dîner. » Elle tourna les talons et marcha vers le coffre, son avocat sur ses talons, déjà en train de se lécher les babines pour les heures facturables que cela rapporterait. Ils disparurent derrière la lourde porte métallique avec le banquier. Je ne les suivis pas. Je me rassis. Je savais déjà ce qu'il y avait dans cette boîte. Ce qu'ils ignoraient pourrait remplir des volumes. Mais cette boîte, c'était une table des matières. Une seule page aurait suffi. Quelques minutes plus tard, un son résonna depuis le coffre. Le claquement métallique du tiroir du coffre qui coulisse, suivi du silence. Et puis, plus le silence. La voix de son avocat devint soudainement aiguë, paniquée. Ne touchez à rien. Une pause, puis plus fort. J'ai dit, ne touchez à rien. Les gens dans le hall se retournèrent. L'employé de banque sortit le premier, le visage pâle. Il se dirigea directement vers le bureau du directeur et décrocha discrètement le téléphone. Pas la police. Pas encore. Escalade interne. Son avocat sortit ensuite en trébuchant, serrant sa mallette comme si elle pouvait le protéger de tout ce qui se trouvait dans cette boîte. Sa cravate était de travers maintenant, la sueur perlait à travers sa chemise. Cette confiance disparut, remplacée par quelque chose que j'attendais de voir depuis longtemps. La peur. La dernière à émerger fut-elle. Plus de gloriole, plus d'arrogance, juste une seule phrase, marmonnée sous son souffle alors qu'elle passait devant moi sans me regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Mais si vous êtes encore là, encore en train de lire, faites une pause d'une seconde. Plus de 90% des gens ne s'abonnent jamais. Cela vous prend 2 secondes, mais pour nous, c'est du carburant. Cela permet à cette chaîne de continuer. Appuyez sur le bouton et continuons à démêler. Retour à la banque. L'avocat s'approcha et tenta de chuchoter, mais sa voix se brisa. Qu'avez-vous d'autre? Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Je le regardai droit dans les yeux. Vous avez ouvert la boîte. Dites-le-moi. Il déglutit difficilement. Il y a des documents, des surveillances, des images, des vidéos. Cela ne concerne pas seulement l'héritage. C'est. Il s'arrêta, regarda autour de lui, baissa la voix. Où avez-vous obtenu ces images? Lesquelles, demandai-je. Le brunch avec le notaire, la conversation dans le hall de l'hôtel avec la cousine, ou la fois où elle a dit qu'elle ne m'avait épousé que pour le domaine? Il cligna des yeux, calculant visiblement s'il devait partir ou plonger plus profondément. Cela change les choses, marmonna-t-il. Bien, dis-je. Parce que les choses devaient changer. Voici ce qu'il pensait trouver. Un mari cachant l'argent de papa dans une boîte poussiéreuse, attendant de se faire déjouer. Une victoire facile. Une ordonnance du tribunal en main. Obtenir les biens. Négocier durement. Partir plus riche. Mais c'est ça, les coffres-forts. Ce qu'il y a à l'intérieur n'est dangereux que si vous supposez que c'est à vous. Elle pensait avoir ouvert un coffre au trésor. Ce qu'elle a réellement ouvert, c'était un confessionnal. Pas pour moi. Pour elle. J'ai juste verrouillé la porte et je lui ai donné la clé. 2 ans plus tôt,
la mort de mon père n'avait pas apporté de larmes. Elle avait apporté le silence. Non pas parce que je ne me souciais pas. Je savais simplement qu'il valait mieux ne pas pleurer bruyamment dans une pièce où quelqu'un calculait déjà la valeur que le chagrin pouvait avoir par mètre carré. Les funérailles furent calmes, de bon goût, une poignée d'amis, d'anciens collègues, et un éloge funèbre que j'avais écrit sans avoir besoin d'exagérer. Mon père croyait en la simplicité. Il gardait sa richesse ennuyeuse sur le papier, des fiducies immobilières, des paiements échelonnés, des boucliers corporatifs avec des noms comme Citroën Holdings et Alton Group, AG. Mais si vous saviez où chercher, vraiment chercher, vous remarqueriez les traces de poussière des années 1980. Des pivots offshore, de vieilles obligations aux porteurs d'une époque où cela signifiait encore quelque chose, et des actifs occasionnels qui ne brillaient pas exactement sous la lumière du fisc. Il ne l'a jamais expliqué en détail, il a juste laissé une feuille de calcul avec une cellule verrouillée et une note qui disait « Ne déverrouillez que s'ils viennent vous chercher ». Je ne l'ai pas touché. Pas encore. Au début, elle s'en fichait. Elle n'a même pas demandé combien valait la succession. Aucun changement soudain dans la façon dont elle m'embrassait. Aucune question sur les abris fiscaux ou l'homologation. Elle a juste hoché la tête quand j'ai dit que l'avocat s'occuperait de tout et est retourné faire défiler les influenceurs de produits de soins qui se ressemblaient tous étrangement. Mais ensuite, la rumeur a commencé. Un cousin éloigné, un verre de whisky de trop lors de la veillée, a marmonné quelque chose à propos de comptes à Zurich. Un ancien collègue de mon père a envoyé une lettre de condoléances et a accidentellement fait référence au fonds indonésien. Le véritable déclencheur, cependant, fut un message vocal d'un responsable de fiducie aux Bermudes qui a appelé la ligne fixe par erreur alors que j'étais au travail. Elle a écouté 2 fois. À partir de ce moment-là, elle est devenue curieuse. Les premières semaines, c'était innocent. Combien ton père t'a-t-il laissé? Vas-tu t'en occuper directement ou cela passera-t-il par l'entreprise? Juste curieuse. Je lui ai dit la vérité. Tout est en fiducie. C'est structuré. Je ne touche à rien directement. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle a commencé à vérifier les tiroirs de mon bureau. Au début, mal. Comme un enfant cherchant des bonbons cachés. Je trouvais des choses légèrement décalées. Des papiers retournés. Mon agrafeuse déplacée. Plus tard, elle s'est améliorée. Elle cherchait dans mes sauvegardes, mon historique de navigation, mes dossiers chiffrés, qu'elle a essayé de pirater en utilisant un post-it étiqueté « Daniel 1234 ». Finalement, je suis entré et je l'ai trouvé avec son ordinateur portable ouvert, examinant des PDF de dossiers de succession scannés qu'elle avait d'une manière ou d'une autre tirés de ma sauvegarde cloud. « Vous cherchez des destinations de vacances ?» ai-je demandé. Elle a refermé l'ordinateur portable. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-elle claqué, les yeux froids. « La confiance n'est pas requise pour l'héritage » ai-je répondu. La patience l'est. Elle a détesté cette réponse. Cette nuit-là, elle a demandé à avoir un contrôle conjoint sur les biens immobiliers restants. Cela aidera à simplifier les impôts, a-t-elle dit. Je lui ai dit non. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Je l'ai juste dit calmement, comme quelqu'un qui connaissait déjà le scénario et qui avait décidé de ne plus jouer son rôle. Elle a cessé de dormir dans notre lit peu de temps après. Et c'est alors qu'elle a commencé sa campagne, non pas pour l'amour ou l'équité ou la réconciliation, mais pour l'accès. De petites manœuvres délibérées, feignant un intérêt pour nos finances, posant des questions sur le refinancement du chalet, proposant d'aider les avocats gérant la succession de mon père. Quand cela n'a pas marché, elle est devenue plus audacieuse, a installé un enregistreur de frappe. Je l'ai découvert en quelques jours. Elle a nommé le fichier d'installation « Impôt 2022.pdf ». Subtil. Je l'ai affronté, mais gentiment. Tu fouilles des cendres à la recherche de diamants, lui ai-je dit. Mais je te promets que ce que tu trouveras ne brillera pas. Sa réponse, tu caches quelque chose. Je le sais. Et quand je le trouverai, je prendrai ma part. Puis vint la menace. Tu penses être plus intelligent que moi, mais les tribunaux ne se soucient pas de qui est intelligent. Ils se soucient de ce qui est juste. Et enfin, le jour que j'attendais, quand elle a laissé un post-it jaune sur le réfrigérateur comme si c'était un rappel anodin sur le lait. Dépôt la semaine prochaine. J'espère que tu as un bon avocat. Oh, j'en avais un. Mais j'avais aussi quelque chose de mieux.
J'avais du temps et un coffre et un plan qu'elle ne verrait jamais avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous vous demandez si je la détestais, non, la haine prend de l'énergie. Elle n'était qu'une énigme que j'avais déjà résolue. J'attendais juste qu'elle lise la mauvaise réponse à haute voix. L'air de la salle d'audience était vicié par l'ego. Son camp avait rempli la galerie de toutes les mises en scène habituelles, des dossiers de designers, des soupirs dramatiques, des chuchotements exagérés entre l'avocat et le client comme s'il prévoyait d'assauter la Normandie, pas de disséquer un divorce. Je restais tranquillement assis. Pas d'entourage, pas de bloc-notes. Juste moi, mon avocat, et un visage impassible. Votre honneur, commença son avocat, se levant avec toute la confiance arrogante d'un homme qui venait de coincer un animal blessé. Nous avons des raisons de croire que le défendeur n'a pas divulgué d'actifs financiers physiques, spécifiquement des conteneurs de stockage, des coffres-forts et des chambres fortes pouvant contenir des fonds non déclarés liés à l'héritage en question. Il s'assura de souligner le mot « chambre forte » comme si c'était une sorte de mot-clé. Il continua, nous demandons formellement une ordonnance du tribunal obligeant l'accès complet à tous ces conteneurs et l'autorité légale de les fouiller avec ou sans la coopération du défendeur. Ses yeux brillaient presque. Mon avocat ne scia pas, ne prit même pas la peine de lever les yeux de son dossier. Pas d'objection, votre honneur. Le juge marqua une pause, regarda par-dessus ses lunettes. Vous ne contestez pas l'existence de ces conteneurs ? Nous ne contestons rien, dit mon avocat calmement. En fait, nous sommes prêts à aider. Cela aurait dû être son premier indice. Elle se tourna vers moi, les lèvres courbées. Si elle avait pu dire « je t'ai eu » à haute voix sans ruiner sa cause, elle l'aurait fait. Au lieu de cela, elle se pencha vers son avocat et lui chuchota quelque chose qui le fit sourire. Le juge signa l'ordonnance sans plus d'arguments. Cela prendra effet immédiatement, dit-il, remettant au huissier un duplicata signé. Vous serez informé de la logistique par l'intermédiaire de votre avocat. Alors que nous nous levions, je fouillai dans ma veste et en sortis un petit bout de papier plié. Sans fanfare, sans hésitation. Je le fis glisser sur la table vers son avocat. Dessus, le nom d'une banque, un numéro de coffre, une signature, et une clé, pas une clé métaphorique, une vraie clé en laiton attachée à une petite étiquette en cuir rouge avec le numéro 917 en relief. Son avocat la fixa comme si je venais de lui tendre Excalibur. Elle se pencha par-dessus son épaule. Elle lut. Murmura, c'est ça, alors. C'est là qu'il le cachait. Son avocat se tourna vers moi, l'arrogance revenue en pleine floraison. Nous l'ouvrirons lundi, dit-il. Je haussai les épaules. Assurez-vous simplement d'apporter des gants. Il ricana comme si je bluffais. Je ne bluffais pas. Vous connaissez ce moment au poker où un joueur mise agressivement en pensant avoir la main, puis quelqu'un égalise tranquillement la mise d'un coup de poignet? C'était ça. Il pensait qu'il prenait d'assaut un coffre au trésor. Ce qu'il faisait en réalité, c'était entrer dans une galerie que j'avais préparée pendant 1 an et demi. Elle pensait que c'était sa victoire, qu'elle m'avait déjoué. Elle ne savait pas que je l'avais invitée à ce moment précis. Je lui avais donné juste assez de miettes pour qu'elle se sente brillante. Pendant que je construisais les murs autour de son récit, un actif, une clause, une séquence de caméras à la fois. En quittant la salle d'audience, je la croisai dans le couloir. Elle ne put s'empêcher de parler. Je t'avais dit que je le trouverais, siffla-t-elle. Je souris. Vous l'avez fait, mais le trouver et y survivre. Ce sont des jeux différents. Elle leva les yeux au ciel et s'éloigna d'un pas assuré, ses talons résonnant comme des tambours de victoire. Elle ne remarqua jamais ce que je tenais dans ma main. Pas la clé du coffre, pas des documents, mais une petite enveloppe froissée portant le nom de sa sœur. Je la tenais comme un appât, et elle ne l'avait même pas remarqué. C'était toujours son problème. Elle ne demandait jamais pourquoi je ne me battais pas plus fort. Parce que parfois, le meilleur coup n'est pas la défense, c'est l'invitation. De retour dans le coffre, après que l'avocat eut refermé la boîte comme s'il avait déclenché une mine. La pièce tomba dans un silence de vide. Il fixa le tiroir scellé, la poitrine se soulevant, les lèvres entr'ouvertes comme un homme essayant de résoudre une énigme quelques secondes après avoir réalisé qu'il en était la réponse. Le banquier était déjà au téléphone avec la sécurité de l'entreprise. Pas encore les forces de l'ordre, mais il se préparait à quelque chose. Personne n'avait touché $1, et pourtant tout le monde avait l'air d'avoir commis un crime. J'ai besoin d'un moment, dit l'avocat, la voix hésitante, et il me fit signe de sortir du coffre.
Je le suivis dans le couloir étroit, la porte renforcée se refermant derrière nous avec un sifflement froid. Il ne parla pas avant que nous soyons hors de la vue des caméras. Puis il se pencha, baissa la voix et dit, « Il y a des photos de surveillance dans cette boîte. » Je ne sciais pas. Il continua. Des documents, des imprimés, des reçus de transfert horodatés, des captures d'écran de comptes cachés, des comptes sous des noms que nous devons maintenant supposer être des alias. Il marqua une pause, déglutit, puis ajouta, des noms sous le nom de sa sœur. Oh, dis-je, feignant une légère surprise. Quelle sœur? Il ne répondit pas. Aussi, continua-t-il, il y a un fichier vidéo. Je ne l'ai pas ouvert en entier, mais j'ai vu l'aperçu et elle est assise dans une voiture en train de parler à quelqu'un. Elle dit mot pour mot, je l'ai épousée pour l'argent. Je partirai une fois que je saurai où tout est enterré. Puis elle rit. Je lui accordai le luxe du silence. Pourquoi n'avez-vous pas divulgué cela plus tôt, demanda-t-il finalement, comme s'il espérait encore que cela puisse être annulé par quelques pirouettes d'avocat. Je n'ai rien retenu, dis-je. Elle a exigé l'accès. Le tribunal l'a accordé. Je l'ai donné. Ses yeux se rétrécirent. C'est un piège. Non, répondis-je. C'est de la documentation. Il détourna le regard, les lèvres tressaillant comme s'il essayait de choisir entre la menace et la retraite. Puis, plus doucement, ce sont des preuves de qualité forensique. Plusieurs angles de caméra. Les dates correspondent aux métadonnées GPS du téléphone intact. Où avez-vous trouvé tout cela? J'inclinai la tête. Elle pensait jouer aux échecs. J'ai construit l'échiquier. Dans le hall, elle faisait les 100 pas comme une PDG coincée dans une salle d'attente. Toujours convaincue que ce retard était procédural, pas catastrophique. Elle ne nous jeta même pas un coup d'œil à notre retour. Son avocat se dirigea rapidement vers elle, murmurant à voix basse, essayant de masquer sa panique avec de l'aisance juridique. Mais je pouvais voir son visage changer. Ses bras se croisèrent, puis tombèrent. Son front se plissa. Sa bouche se contracta en un rictus. Et puis elle prononça la phrase que j'attendais, « Vous bluffez. Vous n'avez rien. » Elle avait tort, car le « quelque chose » n'était même pas la preuve. C'était l'implication, la vérité tacite que si j'avais cela, sur quoi d'autre pouvais-je être assis? Elle pensait que le contenu du coffre serait le trésor. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est quel était le sujet de l'archive. Pendant plus d'1 an, j'avais observé, non pas de manière obsessionnelle, mais méthodiquement, un abonnement discret à un service qui signalait les mouvements clés de son téléphone lorsqu'il quittait la maison. Un contact dans une entreprise privée spécialisée dans les ombres numériques, légalement grises, éthiquement plus sombres. Un enquêteur discret avec une lentille de la taille d'une tête d'allumette et un ordinateur portable anonyme. Je ne l'ai pas pourchassé, je l'ai collectionné. Chaque mensonge horodaté, chaque alias recoupé, chaque transaction documentée. Elle pensait enterrer les choses sous d'autres noms. Que le virement bancaire de sa cousine ne serait pas tracé. Que l'argent liquide ne pouvait pas laisser d'empreinte. Mais elle n'a jamais compris comment fonctionnent réellement les fonds fiduciaires. Ils ne grandissent pas dans le bruit. Ils grandissent dans le silence. Et mon père, que Dieu ait son âme, m'a laissé plus que de l'argent. Il m'a laissé les outils pour survivre à la tromperie. Et maintenant, toute sa stratégie de divorce avait muté en quelque chose d'autre. Une confession forensique rédigée par elle, archivée par moi. Qu'y a-t-il de plus dangereux que quelqu'un à qui on a menti, quelqu'un qui n'a jamais interrompu, quelqu'un qui a simplement pris des notes? Et croyez-moi, j'ai pris de très bonnes notes. Il y avait un élément dans la boîte qu'aucun d'eux n'a compris au début. Une enveloppe noire mat, lourde et scellée avec un insigne de cire que personne n'utilise plus, à moins de vouloir qu'on le remarque. Estampillé en travers du centre était un nom que ni elle ni son avocat ne reconnaissaient. Qui est Galisté? Demanda-t-elle, les yeux plissés, tordant sa lèvre comme elle le faisait quand elle ne pouvait pas résoudre un mot croisé et supposer que le papier était mal imprimé. Son avocat ne répondit pas immédiatement. Il sortit son téléphone, tapa rapidement, et se figea. C'est à ce moment-là que sa voix perdit de son tranchant. Eh bien, il me jeta un coup d'œil une seconde, comme s'il espérait que je lui offrirais une explication qui lui permettrait de respirer à nouveau. Je ne l'ai pas fait. Il tourna l'écran vers elle sans un mot. Son front se plissa, parcourant la biographie. Procureur fédéral à la retraite, groupe de travail sur le crime organisé,
conformité en éthique d'entreprise et fraude, maintenant privée, basée à DC. Elle cligna des yeux. Pourquoi un procureur fédéral est-il impliqué là-dedans? Parce que, dis-je doucement, il n'est pas impliqué là-dedans. Il est sous-traitant. L'enveloppe n'était pas adressée à moi. Elle était adressée pour moi. Un contrat de mandat signé 6 mois plus tôt. Des frais mensuels discrètement payés par le biais d'une fiducie dont elle ignorait l'existence. Tout était parfaitement légal, tout était documenté de manière ennuyeuse. Et à l'intérieur de cette enveloppe, un dossier cartonné si précisément organisé qu'il faisait ressembler son classeur de divorce à code couleur à un dessin d'enfant. La première page était une page de couverture imprimée dans une police serif nette. Exposition des actifs et fausse déclaration de schéma, rapport préliminaire. En dessous, une douzaine d'onglets, chacun étiqueté par mois, une chronologie complète, chaque retrait, chaque compte ouvert au nom de sa sœur, chaque voyage de fille qui coïncidait avec des mouvements d'argent et de fausses factures de fournisseurs, des dates recoupées avec des réservations d'hôtels et des locations de voitures. Un onglet marqué « Événements d'entreprise de janvier » incluait une liste d'invités imprimée et un plan de table marqué la plaçant à côté d'un homme qu'elle jurait à peine connaître. Son avocat feuilleta les onglets comme s'il essayait d'annuler un tour de magie en plein spectacle. La sueur sur ses tempes disait tout. Cela. Ce n'est pas seulement de la surveillance. C'est un cas de conformité, marmonna-t-il. Avec des chronologies, une validation de sources, des déclarations de témoins expurgées. Correction, dis-je. Pas expurgées. Scellées pour l'instant. Elle se pencha en avant, la main tremblante légèrement alors qu'elle feuilletait une section étiquetée « Aveu ». Et là, il y avait une transcription, non pas d'un appel téléphonique, non pas d'un message vocal, une transcription mot pour mot d'une conversation entre elle et sa cousine, enregistrée dans une voiture garée à 3 pâtés de maison de chez nous. Elle disait, si je lui fais croire que je suis fauché, je peux le pousser pour l'angle de l'héritage. Il est lent mais prudent. Je l'aurai. Cousine, c'est légal, ça? Elle rit. Pas du tout. Elle leva alors les yeux vers moi, le visage pâle. C'est truqué. Non, dis-je, c'est notarié. Je laissai le silence planer. Le poids de ce dossier pesant sur elle comme si la gravité avait doublé. Et puis vint la dernière page du dossier, discrètement glissée à l'arrière. Recommandation d'action. Retarder la réponse jusqu'à ce que la violation de la déclaration d'actifs soit initiée. Autoriser l'accès au coffre-fort sanctionné par le tribunal. Conseiller la publication des preuves scellées uniquement en cas de dépassement de procédure. Elle lut 2 fois, puis une 3e fois. Ça. Tout ça était un coup monté. Non, dis-je, tout ça était un audit. Vous l'avez juste échoué. Son avocat recula comme si l'enveloppe était radioactive. Avez-vous une idée de ce qu'elle a déclenché ici, siffla-t-il. Oh, oui, dis-je. Égalité aussi. C'est pourquoi ses honoraires ont été payés à l'avance pour des moments comme celui-ci. Et elle le vit enfin. La chose qu'elle avait refusé de voir pendant des années. Ce n'était pas un homme s'accrochant à l'argent. C'était un homme qui avait construit une sécurité. Un coffre-fort déclenché par la pression qui ne libérait pas la richesse. Il libérait la vérité. Et maintenant, elle ne pouvait pas l'annuler. Ne pouvait pas l'expliquer. Ne pouvait pas fermer la boîte. Elle avait ouvert une séquence qu'elle ne pouvait pas rembobiner. Et tout ce que j'ai fait, c'est lui donner la clé. Elle avait toujours pensé que les contrats de mariage étaient décoratifs, comme ces petites cuillères que l'on sort pour les invités, mais que l'on n'utilise jamais vraiment. Elle a signé le nôtre de la même manière qu'elle signait les décharges de salle de sport. Vite, distraite, déjà en train de penser à autre chose. Je m'en souviens clairement. Nous étions assis dans ce restaurant de jardin trop cher du centre-ville, celui avec le fromage flambé et le foliaire, et elle a à peine lu un paragraphe. Elle a levé les yeux vers moi, souriant. Clause 14b, a-t-elle moqué, levant un sourcil. C'est quoi ça, un film d'espionnage? C'est une garantie, ai-je dit. Au cas où l'un de nous essaierait de tromper l'autre en utilisant les tribunaux. Elle a reniflé. Ça n'arriverait jamais. Je t'aime, idiot. Et juste comme ça, elle a signé. Avançons jusqu'à la salle de conférence, aujourd'hui. Le visage de son avocat avait pris une teinte verdâtre alors qu'il lisait la copie du contrat de mariage que j'avais poliment placé sur la table entre nous. Pas un mot n'a été prononcé.
Les murs étaient tapissés de livres que personne ne lit jamais. Le climatiseur soufflait comme une infirmière d'hospice. Elle faisait les 100 pas maintenant, les bras croisés fermement. Sa voix se brisait sur les bords. Il n'y a aucune chance que j'ai accepté ça, a-t-elle claqué, son doigt pointant le papier comme si elle pouvait physiquement effacer les mots. Clause 14b. En cas d'intention de frauder, de conspirer ou de contraindre par manipulation légale, tous les biens matrimoniaux reviennent à la partie non fautive, effective dès la preuve de la violation. Son avocat leva les yeux, déglutit et parla sans la regarder. Vous l'avez signé. Non, a-t-elle aboyé. Non, je n'ai pas lu ça. Cette clause n'était pas dans la version que j'ai vue. Je me suis penché en avant, lentement et calmement. Vous l'avez vu. Vous ne vous en êtes juste pas soucié. Rappelez-vous, vous avez dit que nous n'en aurions jamais besoin. Elle s'est figée. Sa respiration s'est accélérée. Ce n'est pas applicable, a-t-elle marmonné. C'est fou. Vous dites que je n'obtiens rien. Son avocat a soupiré. C'est applicable si la clause est déclenchée. Et d'après ce que nous avons vu dans la boîte. Il n'a pas terminé la phrase car il n'en avait pas besoin. On pouvait voir la panique éclater derrière ses yeux comme une alarme incendie. Elle ne pouvait pas l'éteindre. Le genre de réalisation qui arrive trop tard, quand les rouages sont déjà en marche et que toutes les sorties sont verrouillées. Vous avez planifié ça, a-t-elle dit, la voix maintenant stridente. Non, ai-je dit, vous avez planifié ça. J'ai juste rédigé l'assurance. Elle s'est tournée vers son avocat, désespérée. On peut le contester, n'est-ce pas? C'est enfoui dans les notes de bas de page. Ce n'est pas juste. Il est resté silencieux. Et puis vint l'effondrement. Elle s'est assise pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Elle s'est assise. Pas de menace, pas de spectacle, juste une femme s'effondrant sous le poids de sa propre suffisance. Parce que ce n'était pas seulement la clause. C'était la réalisation qu'elle avait construit toute son affaire, toute sa stratégie de sortie sur l'hypothèse que je jouerais la défense, que je me précipiterais pour protéger les biens, ferais des compromis, peut-être proposerais un accord juste pour m'en sortir proprement. Au lieu de cela, elle a ouvert une porte étiquetée « Victoire » et est entrée directement dans un piège juridique avec son nom déjà imprimé sur les documents. Toutes ces machinations, tous ces appels téléphoniques avec sa cousine, les comptes secondaires, les disputes mises en scène pour justifier un récit de négligence émotionnelle, tout cela avait explosé à cause d'une note de bas de page. Clause 14b. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai même pas souri. Je l'ai juste regardé la relire encore et encore, chaque fois plus lentement, comme si en trouvant une faute de frappe, toute la clause pouvait disparaître. Elle n'en a pas trouvé, car il n'y en avait pas. Et maintenant, chaque feuille d'actif qu'elle avait passé les 6 derniers mois à se positionner pour prendre était légalement partie. Pas dans un flamboiement de drame judiciaire. Pas avec un monologue en larmes, mais avec une signature datée d'il y a 3 ans un après-midi ensoleillé où elle pensait vivre de la succession de mon père et peut-être passer à quelqu'un de plus voyant une fois que ce serait réglé. Il s'avère que le voyant ne bat pas le légal. Et un homme prévoyant n'a pas besoin de vengeance. Juste d'un stylo et d'une clause très spécifique. Elle a été piégée, a déclaré son avocat. Son ton s'aiguisait maintenant, désespéré de trouver une prise alors que les roues se détachaient. Rien de tout cela ne prouve que les documents n'ont pas été fabriqués. N'importe qui peut falsifier des captures d'écran, modifier des PDF. Bon sang, même cette vidéo pourrait être un deepfake. Vous vous attendez à ce que le tribunal croie qu'elle a simplement avoué dans une voiture garée avec un micro chaud? Il regarda autour de la pièce comme quelqu'un attendant un signe d'acquiescement. Il n'y en eut pas. Mon avocat ne s'y a pas. Il sortit calmement de sa mallette un mince dossier bleu marine. Il était vierge, même inoffensif. Mais je vis le scintillement dans l'œil de son avocat lorsqu'il l'ouvrit et remarqua le premier onglet. Surveillance bancaire, correspondance brute, pièce à conviction nous avions anticipé cette objection, dit mon avocat d'un ton monocorde. Nous avons donc demandé des images de sécurité assignées à comparaître d'autres institutions sans rapport avec cette boîte. Pendant la période où notre client était surveillé. Il tendit des copies sur la table. Sans fioriture, sans drame, juste la vérité sur du papier légal de 60 livres avec des horodatage qui ne clignotaient pas. Ici, nous avons votre cliente entrant dans la succursale Redwood de la Eastern Fidelity Bank, poursuivit-il, tournant les pages avec une précision chirurgicale.
C'est elle à l'entrée du coffre-fort. Le 3 mai, à 10h42. Son téléphone a été détecté sur place dans un rayon de 9 mètres. Et cette partie est amusante. Nous avons également 2 entrées de journal montrant qu'elle a accédé à 2 coffres-forts distincts. Elle est autorisée à utiliser un coffre-fort, claqua l'avocat. Oui, à qui le mien? À moins qu'elle ne l'utilise pour dissimuler des actifs à la divulgation légale ou, disons, transférer de l'argent à des tiers en violation d'une clause de contrat de mariage contraignante. Ce qui nous amène à la pièce à conviction suivante. Tournée. Page après page d'images fixes. Granuleuse mais indéniable. Elle marchant vers un parking souterrain. Une enveloppe à la main. Le seau de cire rouge visible même à travers la capture basse résolution. Cadre suivant, sa cousine sortant d'une voiture différente, regardant autour d'elle nerveusement. Elles ont échangé l'enveloppe. Des accolades, elles partent dans des directions différentes. Qui est-ce? Demanda son avocat un peu trop fort. Identifié par reconnaissance faciale comme Donna Travers, répondit mon avocat comme s'il lisait un bulletin météo. La cousine de votre cliente. Elle vit 2 comtés plus loin. Pas d'historique d'emploi visible depuis 3 ans, et pourtant, elle effectue soudainement des dépôts récurrents totalisant 94 000 $ sur 4 comptes. Il tapota l'horodatage. Chaque dépôt a eu lieu dans les 72 heures suivant les visites de votre cliente dans des coffres non déclarés. Et avant que vous ne posiez la question, oui, nous avons les reçus également notariés. Également admissibles devant le tribunal. Son visage était illisible maintenant. Ni en colère, ni combatif, juste pâle, silencieux, s'amenuisant. Son avocat se recula dans son siège, se frottant le visage. Cela ne prouve pas l'intention. Mon avocat leva les yeux, parfaitement neutre. La clause 14b n'exige pas l'intention. Elle exige seulement des preuves de manipulation par dissimulation. La clause s'active une fois que la dissimulation est établie. Et il ajouta nonchalamment, nous n'avons qu'un dernier clip. Il tourna l'ordinateur portable vers eux, appuya sur lecture. Elle était là encore, plus granuleuse cette fois, assise dans un café, des lunettes de soleil, penchée sur la table vers un homme que nous n'avions pas encore présenté au tribunal. Sa voix légèrement déformée par le bruit de fond, mais assez claire pour percer. Il est prudent avec les mots de passe, mais pas avec les reçus. J'ai tout catalogué ce que je pouvais. Le contrat de mariage est béton, à moins qu'il ne brise la confiance en premier. C'est pourquoi je garde ma propre petite réserve, juste au cas où. Elle se figea. Pas de démenti, pas d'indignation, juste une question murmurée comme une prière. Comment avez-vous trouvé ça? Je ne répondis pas. Parce que la vérité est que je n'avais pas cherché. J'avais juste cessé de faire confiance. Et quand vous cessez de faire confiance à quelqu'un, ces schémas deviennent visibles, comme des ecchymoses sous lumière UV. Vous n'avez pas besoin de les suivre. Vous avez juste besoin d'écouter et d'attendre. Elle pensait qu'elle jouait un tour à quelqu'un de trop lent pour le remarquer, mais je n'avais pas besoin de le remarquer. J'ai enregistré, archivé, et maintenant l'archive parlait d'elle-même. Image par image, bip par bip. Son avocat s'enfonça dans son siège, le combat s'évanouissant en lui. Il tenta une dernière chose, faible et mécanique. Nous aimerions une suspension de séance. Mon avocat hocha la tête. Bien sûr, cependant, nous déposerons une demande de divulgation judiciaire de l'ensemble des images bancaires avant de nous réunir. Le juge accepta. Elle ne leva même pas les yeux car à présent, peu importait à quel point elle niait. La trace écrite était devenue une carte, et elle ne menait pas à un trésor. Elle menait directement à elle. À l'audience suivante, sa voix avait changé. Plus de venin, plus de déclarations suffisantes. Elle parlait à peine. Son avocat parlait maintenant, bien que même lui ait perdu son aplomb d'avocat. On le voyait à la manière dont sa cravate s'était desserrée, comment sa mallette était maintenant à moitié zippée comme s'il était prêt à prendre la fuite. Nous souhaitons proposer un règlement privé, commença-t-il prudemment, ces mots essayant de paraître professionnels, mais alourdis par la défaite. Ma cliente est prête à renoncer à toutes les réclamations sur l'héritage et les actifs associés. En échange, nous demandons qu'aucune autre divulgation du coffre-fort ne soit soumise au dossier public. Traduction, nous partirons tranquillement si vous ne brûlez pas le reste de la forêt. Je ne répondis pas tout de suite, je jetai juste un coup d'œil au juge, puis à la sténographe, qui avait déjà documenté chaque image précédente de son effondrement en détails juridiquement douloureux.
Respectueusement, dis-je, non. Son avocat cligna des yeux. Ma femme a demandé le divorce. Elle a initié des procédures publiques. Sa revendication était que j'avais caché des biens matrimoniaux et qu'elle méritait la moitié. Je me penchai en avant. Alors, donnons-lui la moitié. La pièce devint silencieuse. Je veux que tout soit divulgué, dis-je publiquement au dossier. Elle peut expliquer comment tout cela est arrivé. Ligne par ligne. La bouche de son avocat s'ouvrit. Se ferma. Puis vint le tremblement. Elle n'a aucun commentaire, dit-il rapidement. Le juge, qui avait regardé tout cela se dérouler comme quelqu'un regardant un train avancer lentement vers un mur, parla enfin. La demande de procédure à huis clos est rejetée. Cette affaire a été portée devant le tribunal sous des allégations de fraude et de dissimulation d'actifs. Le public a droit à la transparence dans de telles affaires. Les audiences resteront ouvertes. C'est alors qu'elle commença à trembler. Au début, c'était subtil. Un mouvement des doigts comme si elle avait froid. Puis son pied tapota de manière incontrôlable sous la table. Son avocat se pencha, murmurant de toute urgence, mais elle n'écoutait pas. Elle regardait droit devant elle, les yeux vides, car elle savait ce qui allait suivre. Pas seulement perdre, mais perdre publiquement. En quelques jours, la première histoire éclata. Un petit blog juridique publia un exposé anonyme sur une épouse tentant de frauder son propre contrat de mariage et de fabriquer un faux récit financier. Il ne la nommait pas, mais les gens firent rapidement le rapprochement. Quelques lignes d'une transcription postée anonymement sur un forum mentionnaient le nom de sa cousine. C'en fut assez pour que quiconque dans notre cercle relie les points. Puis vinrent les murmures. Une amie de son cours de yoga lui envoya un texto, « Je viens de voir quelque chose sur toi en ligne. » Est-ce vrai? Puis le silence. Un par un, ses amis disparurent. Le chat de groupe qu'elle dominait auparavant se tut. Les invitations se raréfièrent. Les brunchs qu'elle organisait auparavant se déroulaient désormais sans elle, et personne ne fit semblant du contraire. Mais le pire, sa famille. Sa mère m'appela. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix cassante. « A-t-elle vraiment essayé de te voler ?» Je ne répondis pas directement, je dis juste, vous devriez lui demander. Le même jour, son frère, qui m'avait supplié autrefois de l'aider à refinancer sa maison, envoya un texto. Ne me mêle pas à ça. J'ai des enfants. La lâcheté apparaît toujours lorsque les réputations commencent à saigner. L'audience suivante attira la presse. Pas une foule. Pas encore. Mais quelques médias locaux se présentèrent, prenant discrètement des notes. Un journaliste indépendant tweeta sur l'affaire sans nom, juste quelques indices. Ex-femme de TechX implose au tribunal à cause d'une clause de contrat de mariage caché. Faites confiance aux silencieux. Cela prit de l'ampleur. Elle le vit. Et c'est alors que je sus que la véritable perte n'avait pas encore commencé. Il ne s'agissait plus d'argent, ni de la maison, ni du fonds fiduciaire. C'était son identité, son masque public s'écaillant en temps réel. Elle avait l'habitude d'entrer dans des pièces et de les illuminer. Maintenant, elle était la raison pour laquelle les gens éteignaient les lumières, et tout ça parce qu'elle pensait que je cachais un trésor dans une boîte. Elle ne savait pas que la boîte n'était qu'un miroir et que maintenant le monde entier pouvait voir ce qui la regardait. La décision est tombée un jeudi. Un langage sec et clinique imprimé sur du papier de lin blanc avec des en-têtes estampillées or qui ne faisaient rien pour adoucir le coup. Les revendications du requérant sont rejetées. Les actifs du défendeur sont entièrement conservés. La clause 14b est maintenue. Elle n'est pas venue au verdict. Assise dans une voiture devant le tribunal, elle regardait à travers le pare-brise comme s'il lui devait des excuses. Son avocat, maintenant visiblement flétri sous le poids de ses propres choix, sortit seul, tirant sur son col comme si l'air était devenu plus épais. Il ne voulait même pas regarder les journalistes, il a juste marmonné, pas de commentaires, et s'est engouffré dans un taxi. Quant à moi, je suis sorti avec une copie du jugement et exactement zéro joie parce que ce n'était pas une question de joie. C'était une clôture au scalpel. Peu de temps après, le tribunal a finalisé la division des biens, ou plus précisément, l'absence de division. J'ai gardé la maison, la propriété au bord du lac, la holding, les parts de revenus, le reste du fonds fiduciaire de mon père et les fonds structurés qui l'alimentaient. Elle a eu sa voiture, une Audi 2018 que j'ai remboursée il y a 3 ans, et des dettes, beaucoup de dettes.
Ses propres frais juridiques n'étaient que le début. Les audits forensiques ont mis au jour des cartes de crédit non déclarées, des prêts contractés au nom de sa sœur et de petites expériences d'investissement qu'elle avait faites sans le dire à personne en utilisant mon numéro d'identification fiscale. Tout est en cours d'examen maintenant. Mais ce n'était pas le pire car l'enveloppe, celle adressée à G. Calistet, procureur fédéral à la retraite et consultant en éthique, cette réaction en chaîne ne s'était pas arrêtée au tribunal. Malistet, méthodique jusqu'à l'os, avait soumis une demande formelle à la division des crimes en col blanc du district. Pas de drame, pas de moment télévisé, juste un dossier livré avec une signature et une lettre d'accompagnement polie. Les preuves suggèrent une tentative calculée de frauder le système juridique par de fausses déclarations financières et une dissimulation stratégique d'actifs. Recommande un examen en vertu des sections 203 et 410 du Code financier de l'État. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Elle avait été inculpée. 2 chefs d'accusation, tentative de fraude et fausses déclarations sous serment. Pas encore des crimes, mais assez graves pour déclencher des audits financiers, des restrictions de voyage et l'obligation de remettre les appareils numériques pour examen forensique. Quand elle l'a découvert, elle a essayé de m'appeler bloqué. Alors, elle a appelé son avocat à la place. Il a refusé de la représenter davantage et a déposé une requête de retrait en raison de préoccupations éthiques et d'une direction irréconciliable de la gestion du dossier. Traduction, elle est radioactive maintenant. On pouvait sentir le changement. Les gens qu'elle intimidait autrefois lui donnaient une distance polie. La barista de son café préféré a oublié sa commande 2 fois. Son styliste a annulé indéfiniment. Des amis mutuels ont commencé à m'appeler à la place. Certains pour s'excuser, d'autres pour avouer. Ils avaient toujours soupçonné. Elle n'a pas seulement perdu le procès. Elle a perdu le récit. Plus de légendes Instagram soigneusement sélectionnées sur la résilience et la recherche d'elle-même. Maintenant, elle était cette femme. Celle qui a essayé d'escroquer un contrat de mariage, a été déjouée au tribunal et pourrait faire face à la prison à cause de ses propres signatures. Ce qui a rendu les choses encore pires? Elle ne pouvait pas me blâmer. Pas vraiment. Je n'ai jamais crié, jamais riposté publiquement, jamais sali son nom. Tout ce que j'ai fait, c'est lui tendre une corde. Elle a fait le nœud. Elle a donné un coup de pied au tabouret. Et j'ai documenté la chute. Ce n'était pas une vengeance. C'était des échecs. Et elle s'était prise pour la reine. Mais les reines ne sont pas acculées par des pions. Elles sont mises en échec et mates par des joueurs qui connaissaient l'échiquier depuis le début. Elle se présenta un mercredi, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, des lunettes de soleil trop grandes qui ne convenaient plus à son visage. Le banquier l'a reconnue. Comment aurait-il pu faire autrement? Sa crise de nerfs 2 mois plus tôt faisait encore l'objet de murmures lors des réunions de personnel. Elle parla doucement cette fois. Pas d'ordonnance du tribunal agitée, pas d'avocat souriant à ses côtés, juste une seule requête. Je veux revoir le contenu du coffre. Seul. Le banquier la regarda, hésita, puis hocha la tête. Vous serez supervisé. Elle ne discuta pas. Il la conduisit dans le couloir, le même couloir stérile qu'elle avait parcouru d'un pas assuré, ses talons résonnant comme des marteaux. À l'époque où elle pensait que le coffre contenait son ticket d'or. Maintenant, ses pas ne faisaient presque aucun bruit. À l'intérieur de la petite chambre forte, l'employé ouvrit le tiroir avec la même clé qu'elle m'avait arrachée de la main comme si c'était un numéro gagnant à la loterie. Le couvercle grinça, exposant toute la violence tranquille qui avait ruiné sa vie. Des piles de documents indexés, des images horodatées, des transcriptions certifiées, un disque dur étiqueté, dépôt de déclaration, tout ce qui avait fait basculer la situation. Mais ce n'était pas pour ça qu'elle était venue. Elle fouilla les dossiers comme quelqu'un cherchant une photo d'elle-même dans un incendie de maison. Et puis elle le vit tout au fond. Un dossier de couleur crème, papier plus épais, étiquette manuscrite, et en écriture cursive, personnelle. Pas de numéro d'onglet, pas de timbre notariaux, juste son nom écrit de ma main. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, la première chose qu'elle vit fut une photo. Nous le jour de notre mariage. Elle riait dessus. L'un des rares rires authentiques. Pas de filtre, pas de calcul, juste elle dans l'instant. La tête penchée en arrière, mon bras autour de sa taille. Le genre de photo que l'on encadre. Nous ne l'avons jamais fait. En dessous, un reçu. Le contrat de mariage signé, daté, notarié.
Même table, même stylo. Ses initiales dans la marge à côté de la clause 14b. Elle avait dessiné un petit cœur à côté de sa signature comme si c'était mignon. Tout au fond du dossier, une seule feuille de papier, manuscrite, sans en-tête, sans signature, juste une phrase. Vous vouliez ce qui était à moi. Je n'ai fait que protéger ce qui n'a jamais été à vous. Elle ne bougea pas pendant longtemps. Ne parla pas. Le banquier la regarda à travers la paroi vitrée, les bras croisés, l'expression illisible. Finalement, elle s'assit. Juste assise. Une femme qui avait autrefois construit toute une identité sur les apparences, maintenant réduite au silence par 8 mots écrits à l'encre bleue. Elle pleura, pas fort, pas pour attirer l'attention, juste de petites larmes qui se froissaient. Le genre qui ne demande pas de réconfort parce qu'elles savent qu'elles n'en méritent aucun. Il n'y avait plus de rage, plus d'échappatoire, plus de public. Parce que ce n'était pas une défaite infligée par la force. C'était de la retenue. Elle pensait que je l'avais ruinée, mais je ne l'avais pas fait. J'avais simplement laissé la porte ouverte et l'avais laissée entrer dans la vérité qu'elle s'était écrite elle-même. Et la dernière ironie, je n'ai jamais changé la boîte, jamais ajouté ce dossier après les retombées. Il était là tout le temps, attendant, parce que bien avant qu'elle ne dépose la plainte, bien avant qu'elle ne mente, bien avant qu'elle ne se moque de la clause 14b et ne dise à sa cousine qu'elle me viderait de mon sang. Je savais déjà. Je savais le genre de fin qu'elle s'écrirait. Tout ce que j'ai fait, c'est la conserver et lui donner la clé.